Merci d'être venu ici ce soir. Euh, alors, on va commencer par se présenter. Moi, c'est Kiara. J'étudie ici à l'ENS en philosophie et j'ai eu la chance de pouvoir organiser ce magnifique séminaire que nous commençons ce soir euh, avec plein d'invités de différentes disciplines. Donc, ce soir, nous commençons avec Carlo Valli. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais Carlo Valli est physicien et philosophe des sciences. Il enseigne à Marseille et à Londres au Canada. Euh, il s'occupe en particulier de gravité quantique à boucle et il est aussi l'auteur de nombreux livres de divulgation scientifique à mi-chemin entre la science et la philosophie des sciences. Et je le remercie donc très chaleureusement d'être ici avec nous ce soir. Et ce soir, nous allons donc parler du monde comme relation. Pour ceux d'entre vous qui se sont interrogés à propos de ce titre un peu critique, en fait, l'idée de ce séminaire naît du constat que le monde dans lequel nous vivons est bien sûr compliqué, qu'il est à risque aussi, très pratiquement, et qu'il y a un besoin de le changer, en fait. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est que pour pouvoir changer le monde, il faut mieux le comprendre. Et pour mieux comprendre le monde, l'idée que nous allons essayer de défendre aujourd'hui, et nous espérons que nous arriverons à vous convaincre, c'est qu'il faut le penser comme un ensemble de relations. Non pas comme des individus, non pas comme des objets, des personnes contre lesquelles pointer du doigt, mais comme des relations dans lesquelles entrer, comme des relations dont nous aussi nous faisons partie. Et je pense que le professeur Carloval vous expliquera mieux que moi ce que cela veut dire en pratique en physique et pourquoi est-ce que nous avons choisi cet angle d'attaque pour ouvrir ce séminaire, cette réflexion que j'espère nous pourrons mener ensemble aussi dans le deuxième temps de cette séance, qui sera donc consacrée à une discussion où vous pourrez poser toutes vos questions et j'espère que nous pourrons entreprendre un débat tous ensemble. Donc, je vous demande d'applaudir Carlo Valli et je lui passe la parole. Merci beaucoup. Actually, first of all, I apologize to the English speakers. We've been agonizing here because there are some people who don't speak French and some people who don't speak English. So we have started. I wanted to speak two languages at the same time, and so we have painfully chosen to speak in French. Of course, as moment of questions, if you ask questions in English, I'll reply in English. And if you speak some French, just raise your hand and say, I don't understand you, repeat that in English, I will. Donc, je passe au français. Et je commence avec merci beaucoup, c'est une très belle opportunité pour moi d'être ici, surtout avec une petite comme ça, dans cet endroit-là, pour parler des idées qui sont importantes pour moi, où je me rends important dans mon travail, et sur lesquelles je suis en train de réfléchir et d'évoluer aussi. Donc, j'espère que le moment d'échange sera utile pour moi aussi. On parle de relations, on ne parle pas aujourd'hui de relations à niveau plus complexe, même si c'est dans l'environnement et le back of mind, c'est ça qui est derrière cet discours plus en général. Je vais parler des relations psychofondamentales. Et dans un certain sens, parce que on peut penser que le monde est complexe, il faut le penser en relation au niveau
biologie, psychologie, sociologie, politique, mais à la base, c'est pas les relations, c'est les objets. Et je vais présenter des arguments contre ça. Donc, la synthèse maximale de ce que je veux dire, c'est que je dirais, c'est que c'est peut-être le moment où on peut regarder la physique du XXe siècle, les énormes avances de la physique du XXe siècle, dans ces deux domaines principaux, la relativité et tout ce que va avec la mécanique quantique, et se demander finalement qu'est-ce qu'on a sur le monde de général euh, à partir de là. Qu'est-ce que cela nous enseigne d'utile, de profond, de général? Et je vais suggérer que c'est justement, comme vous disiez, l'importance de penser en termes de relation plutôt qu'en termes des objets. Alors, je vais commencer avec une présentation un peu plus d'une heure, et après on échange, on peut préparer des questions, des objections, de tout ce que vous voulez. Et ce que je vais faire, c'est trois choses. D'abord, une petite introduction générale pour dire ce que j'entends pour la leçon, et un peu où je suis au début, où je suis situé au début de l'histoire, et c'est ça très bref. Et après, la deuxième partie, je vais parler de relativité, et relativité générale en particulier. Et la première partie, qui est pour moi la plus centrale, la plus importante, je vais parler de mécanique. Et brièvement, vous dire pourquoi les deux théories, on les comprend dans une relation plutôt pathologie et problème. Voilà, ça c'est les trois morceaux. Le morceau le plus important, c'est la mécanique quantique, c'est le troisième. Je vais prendre un petit peu de temps. Mais je commence par le premier. Donc, qu'est-ce que j'en ai pour relation? D'abord, pour commencer, je suis pas philosophe. Ici, c'est le monde de la philosophie. Merci de m'avoir présenté comme philosophe, ça me fait plaisir énormément. J'ai pris quelques papiers dans les journaux de philosophie, mais très peu. La plupart de mes papiers sont physiques, des équations, des calculs. Voilà. Donc, je viens du monde de la physique, mais j'ai toujours un regard le plus général possible sur ce qu'on apprend en physique. Et j'ai toujours pensé qu'il y a un dialogue continu entre la philosophie et la physique, et que la physique a beaucoup à apprendre par la philosophie, toujours beaucoup à apprendre par la philosophie. Si on regarde les fondations physiques dans le passé, ils ont toujours été nourris par des pensées philosophiques, des influences très directes de la philosophie. Mais je pense aussi que la philosophie doit écouter la physique, la science en général et la physique, comme a fait la grande philosophie du passé. Il y a une partie de la philosophie contemporaine qui n'écoute pas la science, et je pense c'est cette partie qui est hors de la collection philosophique au moins occidentale, chinois, je dirais, et qui rend cette philosophie plus stérile. Il y a une façon de regarder la relation entre les deux. J'ai cherché avant de venir ici, j'ai trouvé une phrase de Maxwell. Maxwell, c'est peut-être le plus grand des physiciens théoriciens avec Einstein et Newton. Et je vais le lire parce que je pense qu'elle met un peu le doigt, c'est assez simple, égal, mais c'est simple. Alors, Maxwell, ça c'est 1870. Et il dit ça. We are makers cultivators of mathematics and physics. In our daily work, we are led up to questions the same in kind with those of metaphysics. Donc, les questions qu'on arrive à discuter dans la science, souvent, sont les mêmes questions que les physiques. And we approach them not trusting the native
penetrating power of our own minds, but train it by a long continued adjustment of our mode of thoughts to the fact of external nature. Ça, c'est bien sûr la différence entre le philosophique. Ce qu'on fait en physique, c'est, et ça, c'est la partie plus intéressante de la physique pour moi, d'adapter notre façon de penser à ce qu'on trouve vraiment. Changer la conceptualisation du monde pour l'adapter à ce qu'on vient. Alors, en philosophie, on peut bien sûr aussi, dans le cas de l'histoire de la philosophie, c'est continuellement une adaptation de la structure conceptuelle pour en trouver une meilleure. Donc, c'est pour ça que les deux disciplines se parlent si fortement, parce que c'est les deux. Mais en science, on s'appuie, on a moins de confiance en soi-même. On s'appuie plus sur ce qu'on vient d'apprendre. Et c'est cela que je vais faire aujourd'hui. Chercher un peu de faire la synthèse, une petite synthèse de ce qui va dire pour quelque chose qu'elle nous apprend. Voilà, ça c'est le cas. Alors, relation. Qu'est-ce que j'entends par relation? J'entends quelque chose de très simple. Et la chose suivante. C'est pas une définition. C'est pour dire, grosso modo, qu'est-ce qu'on pense. Je n'ai pas confiance à les définitions. Les définitions sont plus la pensée. Les termes sont vagues et c'est bien. Mais il faut dire de quoi on parle. Alors, grosso modo, quand nous pensons au monde, on le brise en morceaux. On le brise en morceaux dans tous les sens. Ça, c'est une table, ça, c'est une chaise, il y a la France, il y a la géométrie, il y a l'algèbre, tout ce que et après, on parle des propriétés de ces choses. La table, la France. En physique, en général, on utilise l'idée des systèmes, on décrit toujours un système. Et si on fait de la physique théorique, on va se dire, alors, c'est physique, un système, décrit par espace, etc. Une chose comme une table, la France, a des propriétés. Des propriétés qui le décrivent. Et en sens, on cherche de se focaliser, on va en physique, sur des propriétés qui peuvent être décrites de façon quantitative. On peut citer une nombre, parce que comme ça, on arrive à faire des équations, je vais mettre en relation ça, donc, quelque chose d'assez fondamental dans notre façon de conceptualiser le monde, c'est d'avoir des objets qui peuvent être abstraits, en général, je dis, algèbre, et des propriétés de ces objets, qui sont décrits par des variables ou d'autres choses. Bien. L'idée de l'hybride de relation, c'est que ça, c'est pas bon. C'est pas une bonne façon de décrire le monde. Et une façon meilleure de décrire le monde, c'est plus utile, qui marche mieux concrètement, c'est de penser qu'un objet a bien sûr des propriétés, mais ces propriétés ne sont pas des caractéristiques de l'objet en soi-même. Les variables qui décrivent l'objet ne dépendent pas que de l'objet lui-même. Ils dépendent de l'objet et quelque chose d'autre. Le contexte, plus en général, de notre objet par rapport à quel, etc. Alors, il y a des exemples où on s'est rendu compte que les propriétés de l'objet sont relatives dans ce sens-là. De façon très vivide, je dirais, très claire. Par exemple, avec la notion de vitesse. J'associe un objet aux vitesse et je dis que cette rayon ne bouge pas, donc sa vitesse est zéro. Mais après, je me rappelle que je suis sur la Terre qui est en train de tourner vite autour du Soleil, donc il a une vitesse. Et les deux choses sont tous les deux vraies, parce que la vitesse de cet objet est zéro par rapport à moi, la Terre, c'est pas zéro par rapport au Soleil. Donc la vitesse, c'est pas quelque chose qui est une propriété de ce crayon, c'est quelque chose qui est une propriété de ce crayon par rapport à quelque chose. Donc c'est une notion relative. Alors, l'idée de penser en termes de relation, c'est que, et c'est là que je vais aller dans un certain sens, tous les propriétés de
qui sont relatifs aux autres. Et comme les objets sont caractérisés par leur propriété, l'objet perd son identité parce que chaque aspect de son identité, ça c'est l'idée de relation. Alors, deux commentaires pour permettre cette petite discussion initiale de parler après de la sécurité quantique. Première, pour mettre le main en avant dans un certain sens. On ne peut pas donner trop d'importance à la relation parce que qu'est-ce que ça veut dire relation s'il n'y a pas des objets qui sont en relation? Donc, il faut penser d'abord aux objets et ensuite aux relations. Il n'y a rien de faux sur ça. Quand je dis l'importance de la relation, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas penser aux objets. Au contraire, on pense aux entités qui sont en relation, relatables, des objets qui se mettent en relation. Quelqu'un dit, oh, on ne peut pas avoir une relation sans les relats. Oui, bien sûr. On ne peut pas avoir une relation sans les relats. Je pense que les relats en soi-même ont très peu ou pas, c'est utile de penser que les objets en soi-même ont très peu ou pas de propriétés, parce que tous leurs propriétés sont relatives à quelque chose. Et cela m'amène à une autre considération qui est, attention, je ne suis pas en train de suggérer une philosophie primaire. Je ne suis pas en train de dire le monde est relation et la relation est l'entité fondamentale de laquelle partir pour décrire quelque chose d'autre. Il y a des idées de ce genre sont répandues dans certains aspects de la philosophie contemporaine, l'analyse culturelle, etc. Moi, je me tiens à certaine distance de tout ça, je trouve très intéressant, parce que, et ça c'est la dernière chose que je veux dire comme introduction, ma position philosophique est très fortement, je dirais, antifondamentaliste. Je pense pas que c'est utile, je pense pas que la question, quelle est la structure ultime, signifie quelque chose. Je pense pas que ultime signifie quelque chose, ou que fondamental signifie quelque chose. Que fondamental doit faire par rapport à quelque chose d'autre, en perspective, et pas fondamental par rapport à une autre perspective. Moi, je trouve beaucoup les questions de philosophie fondamentale vides. Peut-être ça peut influencer Wittgenstein. Si on se demande d'où partir, la réponse est ben, d'où tu es. Après, tu vas ailleurs. Donc, je me sens, si je ne comprends pas de quoi on parle, par exemple, dans un débat matérialisme contre idéalisme, est-ce que le mind, l'esprit vient d'abord de la matière, d'abord dans le sens. Si je rentre par la fenêtre, il y a la fenêtre d'abord. Si je rentre par la porte, il y a la porte. Donc, la question dont je suis en train de parler, ce n'est pas quelle est la structure ultime de la réalité. C'est qu'est-ce que nous pouvons dire de ce que nous pensons. La structure ultime, je ne comprends pas ce que c'est. Que, si vous voulez, c'est une forme de relativisme très forte. La description que nous faisons du monde, ça dépend de nous qui sommes en train de donner cette description. C'est toujours voilà. Ça, c'était l'introduction. Alors, point 2, relativité générale. Assez dit. Relativité générale, c'est une théorie sur l'espace et le temps. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la discussion sur le temps, je vais parler d'espace. L'espace, c'est tout ce qui a à voir avec la question où je suis, où, where. Et ce qui s'est passé dans la physique du XXe siècle, c'est les grands, d'abord la réalité spéciale d'Einstein, mais surtout la réalité générale d'Einstein, qui était une extraordinaire saut en avant dans notre compréhension du monde. Il nous a ouvert le port au trou noir, aux ondes gravitationnelles, à l'expansion de l'univers, tout ça. Donc c'est une
quelque chose de vraiment compris de comment le monde fonctionne très bien. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'idée que nous sommes casés dans un espace avec une structure fixe n'est pas correcte. Ce qu'on appelait la structure fixe de l'espace dans la physique newtonienne ou dans la relativité terrestre Einstein, à son tour, c'est un objet dynamique, c'est un champ gravitationnel. Donc, quand je dis je suis dans cette position de l'espace, je suis en train de dire je suis dans une position par rapport à une gravité. Cela, ce n'est pas euh, nouveau du tout au moment que vous êtes physicien. Parce que dans la vie normale, la réponse à où, c'est toujours donné par rapport à quelque chose d'autre. Où sommes-nous à Paris? Oui, c'est une chose, c'est l'ensemble des choses. Donc la localisation, c'est relative à quelque chose d'autre. C'est Paris qui nous définit un endroit. Un endroit qui, par rapport au système solaire, bouge avec la Terre. Je suis sur le train, c'est un endroit, mais le train bouge par rapport à quelque chose. La réalité générale, si vous voulez, est basée sur l'idée que ça, c'est la seule façon de caractériser la localisation. Il n'y a pas de structure fixe où je peux dire où je suis. Je suis quelque part par rapport au champ de gravité, qui est ce qu'on appelle aussi l'espace. L'espace, c'est notre économie. Donc, ça veut dire que la localisation est profondément relative. Il n'y a aucun sens de dire où je suis, sinon par rapport à quelque chose. Et pour ceux d'entre vous qui ont une formation philosophique classique, si on revient à Aristote et sa définition de place, of location, de lieu, c'est exactement ça. Pour Aristote, le lieu d'un objet, c'est l'ensemble des objets qui sont juste autour de lui. Le support, la limite, l'intérieur. Donc, tout ce qui a à voir avec l'espace, c'est seulement la façon de se mettre en relation les unes avec les autres. C'est une relation qu'on appelle contiguïté, être à côté, et c'est ça qui forme l'espace. Cette relation des objets. Que ça, je veux dire, pour la réalité générale, la générale simple maintenant. Et j'arrive à la troisième partie, la dernière partie de ce que je veux dire, que c'est la réalité. Et c'est la partie la plus intéressante pour moi. C'est quelque chose sur laquelle j'ai travaillé depuis les années 90 et pour moi, c'est la partie la plus intéressante. Parce que là, au contraire de la relativité générale d'Einstein, dans un certain sens, philosophiquement, ça nous ramène à quelque chose de plus naturel, localisé par rapport à ce d'autre. Là, non. Là, c'est vraiment sauvé. Alors, qu'est-ce qui se passe en mécanique quantique? Vous savez, il y a 100 ans, les physiciens étaient tout plein de confusion sur les atomes et la physique des objets petits. Rien ne fonctionnait plus. Et finalement, il y a des étranges indices que les choses sont différentes de la physique de Newton. Et finalement, Heisenberg a eu cette idée extraordinaire. L'année après, Schrödinger a introduit la fonction d'onde. Donc, on a construit cette nouvelle théorie mécanique quantique qui marche très bien, qui est utilisée par le monde entier pour faire des calculs et prédire des choses, mais on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça nous dit exactement? Et il y a une discussion énorme entre les physiciens, les philosophes, les autres des sciences. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment de la mécanique quantique? Et on se bagarre sur comment le penser. Et je vais vous dire quel est le problème et quelle est la solution que je trouve la plus intéressante. Alors, le problème, c'est le suivant. Il y a deux façons de passer à la mécanique. Une façon, c'est à la Schrödinger consommée. C'est-à-dire, imaginez qu'un système, un tableau, est décrit par la fonction d'onde, un objet mathématique assez complexe, qui nous dit quelles sont les différentes probabilités si on fait une mesure, ça c'est le langage qu'on utilise.
mathématique, d'obtenir des résultats ou d'autres sur une mesure sur la fonction d'onde, c'est écrit avec différentes façons mathématiques, mais c'est toujours un objet mathématique complexe qui décrit les propriétés en mécanique quantique de la table. Après, on se dit, quand on fait une mesure, cette fonction d'onde, ça nous dit quel est le résultat de la mesure. Et voir la mécanique quantique à la Schrödinger, ça veut dire penser que l'objet fondamental qui décrit le monde, c'est cette fonction d'onde, cet état quantique. L'autre façon de voir la mécanique quantique, à la Heisenberg, si vous voulez, parce que la théorie elle-même est née de deux façons différentes, c'est de mettre l'accent complètement sur ce qu'on voit. Je vois une table, elle est blanche, elle est là. Donc, c'est ça de quoi la mécanique quantique parle. Et la théorie nous donne des instruments mathématiques pour dire si je vois ça, quelle est la probabilité que je vois ça. Donc, les relations entre les observations elles-mêmes. Tout ça semble raisonnable, sauf qu'il y a quelque chose d'étonnant encore dans la mécanique. Et je vais vous faire un petit détail pour chercher le capturer dans une seule image, qui est un peu le cœur du problème de la mécanique quantique, qui est le suivant. Imaginez que vous avez un système S, la table, et qui a une certaine propriété. Celle que vous imaginez. Par exemple, elle est en train de tourner et je veux mesurer à quelle vitesse son moment angulaire. Et elle a un moment angulaire, je l'appelle M, et elle est en train de tourner comme ça autour de cet axe, certaine façon, à une certaine vitesse. Et maintenant, en mécanique quantique, on part toujours de mesures. Donc, c'est ça, vous voyez, la mécanique est formulée de toute façon. Déjà, elle est toujours en train de questionner un appareil de mesure obtient en faisant mesure sur quelque chose d'autre. C'est toujours écrit en termes d'un observateur et l'observé. Et on utilise ce langage presque anthropocentrique, l'observateur, en messieurs, dans un laboratoire. Mais bien évidemment, la nature n'a pas besoin de l'essayer dans le laboratoire. La nature fait son étude sans besoin d'essayer dans le laboratoire. On peut être sur Mars, ça c'est un caillou, et ça c'est notre caillou qui réagissent. Alors, la théorie nous dit que si le résultat de mesure, si la façon dont S a influencé ça, c'est ça, alors on a une étape, et on utilise toujours cette notation de dire qui est l'état quantique, ou la fonction d'onde qui décrit ça. Et après, la théorie nous dit que si maintenant on fait une autre mesure, et au lieu de regarder la composante du mouvement angulaire dans cette direction, elle regarde quelle est la composante du mouvement angulaire dans cette direction, elle regarde si c'est en train de mesurer comme ça, il y a une probabilité de mesurer une chose, une probabilité de mesurer une chose. Et ça, c'est le cœur de la découverte de Heisenberg. Il y a une probabilité de quelque chose. C'est pas déterminé. Il y a une banque déterminée. Et on écrit ça en disant qu'on peut voir ça comme la superposition de deux états. L'objet tourne comme ça et l'objet tourne comme ça. En général, 1 sur 5 de 2, c'est pas important, c'est pas là. Et si je ne l'écris pas, après les gens me disent ah, mais que. Et on écrit cette chose pour dire il y a une probabilité de mesurer ça, une probabilité de mesurer ça. Donc, il y a une probabilité P de mesurer ça, qui est, je connais ça, un demi de ça, et une probabilité de mesurer ça, qui est un demi. 50% de probabilité de ça.
Comment ça se fait? C'est ce que nous dit la mécanique. Quel est le mystère? Je suis en train d'arriver à un mystère. Le mystère, c'est le suivant. Si je pense que A fait cette mesure et donc obtient ou bien ce résultat ou bien ce résultat. Okay. Mais, là, si j'imagine qu'il y a un troisième système, qui observe S et A ensemble, qui fait une mesure sur les deux ensemble, et j'utilise pour prédire ce que B A va mesurer l'information que A a obtenu ou bien ça, j'obtiens le moins. Je répète, parce que ça c'est le truc principal. A interagit avec S, et avec une probabilité de 50%, il trouve un résultat, probabilité de 50%, il trouve un résultat. Donc, on va dire qu'il fait une mesure et elle a obtenu cette valeur-là. Bon, c'est un fait. Mais, si B fait une mesure et j'utilise cette information, j'obtiens une erreur. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent la théorie, l'erreur que j'obtiens, c'est que pour prédire ce que B va voir, il faut considérer tous les deux alternatives. Tous les deux sont là, dans un certain sens, et il y a une interférence possible entre les deux qui est observée. Donc, ça veut dire que du point de vue de B, A n'a pas vu le moment où il va en direction que l'autre. Parce que si B prend l'hypothèse que ou l'un ou l'autre de ces alternatives sont réalisées et l'utilise pour faire des conditions, donc, c'est pas vrai que S a un valeur précis par rapport à A. On peut pas le lire. S n'a pas de valeur précise. Mais si je suis A et je fais une mesure sur S, S a une valeur précise. Alors là, c'est un siècle, les philosophes et les physiciens se racontent sortir de là. La réponse que moi je trouve la plus intéressante, c'est RQL, l'interprétation relationnelle de la mathématique, c'est de dire la propriété de l'objet S de tourner dans une direction, tourner de l'autre, ce n'est pas quelque chose de caractéristique de S, c'est quelque chose de caractéristique S par rapport à A. Mais en soi-même, ne dit rien sur les propriétés de S par rapport à A. Donc, S A peut avoir des propriétés par rapport à A et ne pas avoir des propriétés par rapport à A, et au contraire. Et la conclusion vient du fait d'oublier que les propriétés sont relatives à quelque chose. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire, parce que comme la mécanique quantique s'applique à toutes les variables possibles, tous les variables possibles, ça veut dire que toutes les propriétés contingentes, peuvent changer de l'objet pour cohérence avec la mécanique quantique, nécessairement ne sont pas caractérisées. Vous voyez, l'objet lui-même sont existellement relatifs. Voilà. Ça, c'est l'interprétation relationnelle de la mécanique quantique. Les alternatives ne sont pas beaucoup, les alternatives sont trois, je dirais. Ce qu'on appelle l'interprétation many worlds, plusieurs mondes de la mécanique quantique, qui nous disent, grosso modo, les alternatives possibles existent tous les deux. Donc, dans le monde parallèle, grosso modo. Donc, il y a un monde dans lequel la valeur du moment angulaire, c'est de direction, un monde à l'autre. Et l'observateur A, lui aussi, existe de monde parallèle. Et quand moi, je vois quelque chose, au même temps, il y a un autre monde dans lequel une autre copie de moi voit quelque chose. Ça, c'est les connexions. Mais moi, je la trouve redondante. C'est pas.
C'est possible de penser le monde comme ça, mais je ne trouve pas utile de penser qu'il y a des milliers de moi qui voient toutes les choses possibles. C'est plus intéressant de penser notre monde comme le monde. Et résoudre le problème, non pas de façon conceptuelle, multipliant les réalités, mais en acceptant une réalité plus faible, une réalité où sont réelles. Ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est qu'on appelle les barrières cachées, c'est-à-dire de changer de mathématiques, de mécanique quantique, et ajouter des choses. Et la troisième solution, c'est de faire, c'est ce qu'on appelle dans les livres, c'est ce qu'on appelle l'intégration de Copenhague, c'est grosso modo la même histoire que j'ai dit, mais en prenant un point de vue privilégié, en disant, ben, il y a un observateur classique préféré qui n'est pas quantique. Et l'oublions, c'est le côté quantique. Donc, si vous voulez, c'est une... La mécanique relationnelle, c'est comme l'intégration de Copenhague, mais en se rendant compte que chaque observateur peut à sa place être quantique, et donc c'est une version démocratique de procès. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire sur la théorie. Donc, moi je pense que c'est ça le message central de la mécanique quantique. Et j'arrive à conclure, c'est terminé, j'ai dit beaucoup de choses ensemble, et je vais conclure en disant une dernière observation qui est là. Cet aspect relationnel de la mécanique quantique nous dit que si j'ai un objet A et un objet S, toutes les propriétés de l'un et de l'autre viennent du fait un mesure l'autre, ça veut dire qu'il y a une interaction. C'est touche, c'est plus, c'est quelque chose. La relativité générale nous dit que si j'ai un objet A et un objet B, un objet S, pardon, le fait, les propriétés spatiales de l'une et de l'autre sont relatives. C'est-à-dire, ce que construit la relation spatiale, c'est le JCC, l'être à côté de l'une de l'autre. Alors, moi, je vais du discours complètement différent. Mais peut-être la plus surprenante et claire découverte sur le monde du XXe, c'est ce qu'on appelle la localité. La localité, dans le sens que toutes les interactions entre les objets sont locales. Il n'y a pas d'action à distance. Ça, c'est le point de départ d'Einstein, le point de départ de la théorie du champ, de Maxwell, de la théorie quantique des champs. Les interactions sont locales. C'est-à-dire que pour interagir, il faut se toucher. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire se toucher, sinon c'est la même chose. Donc, la relation fondamentale qui construit l'espace général, c'est se toucher, être à côté l'un de l'autre, c'est finalement la même chose que la relation fondamentale mathématique, c'est interagir. Donc, la structure relationnelle qui est révélée par la relativité générale, c'est la même structure relationnelle qui est révélée par la relativité. Et le lien entre les deux, c'est. Et moi, je trouve que ça, c'est très beau, parce que les deux choses se parlent. Évidemment, se parlent très fortement. Il faut penser au monde où nous dit le centre physique fondamental, comme cette structure de relation qui, en même temps, construit les propriétés relatives et qui construit les relations spatiales, spatio-temporelles, je peux couper des détails, qui font le monde. Finalement, et je termine vraiment là, pour reprendre mon débat, est-ce que ça veut dire que, alors, tout est relation? Non, ça veut dire que nous faisons une erreur quand nous oublions tous les aspects de relation qui sont dans la structure spatio-temporelle et dans les propriétés même des objets.
rappelons-nous que tout ce discours, c'est le discours de la description du monde que nous vivons. Donc, cette structure relationnelle, c'est le monde comme nous apparaisse, c'est elle-même relationnelle. Moi, un des philosophes qui m'a plus frappé dans les dernières décennies, il y en a plusieurs, certains de philosophique, c'est devenu ma vie. Mais une des philosophes qui m'a plus frappé, c'est Nagarjuna, l'ancien philosophe indien, où il observe quelque chose de très similaire à ce discours, c'est-à-dire qu'aucun objet n'a entité d'existence propre, sinon par rapport à quelque chose d'autre. Il appelle ça la vacuité, c'est un terme technique pour dire, la vacuité, c'est l'absence d'une existence indépendante d'autre chose. Chaque objet tout seul est dit, parce qu'il est rempli par la relation avec ce qu'il y a avec. Et après, il y a un chapitre que je trouve sidérant dans son livre, quand il dit, ah ben d'accord, alors donc on a compris la structure fondamentale du monde, c'est la vacuité nationale. Elle dit non, non, parce qu'elle aussi, c'est donc, c'est le même message. Oubliez la question, qu'est-ce que c'est la structure ultime des choses. N'importe quelle chose que nous comprenons, nous comprenons dans la structure, y compris la structure nationale des choses autour de nous. Cette anti-foundationalisme et cette profonde relationnalité de la structure des choses, moi je trouve que c'est le mot le plus intéressant de la structure. Grazie, Carlo. Merci parce que je pense qu'en quelques minutes, nous avons compris toute une traversée de la physique moderne et toute une série de problèmes qui font encore partie de la recherche en physique aujourd'hui. Et avant de lancer le débat, si vous permettez, je voudrais échanger moi aussi sur quelques points, contester tout d'abord, parce que pour tous les philosophes qui connaissent, Kant est effectivement aussi philosophe de science, une preuve très concrète et, à mon avis, irréfutable. Il a un article sur la Stanford Encyclopedia of Philosophy, ce qui veut dire qu'il est philosophe. C'est la seule explication pour moi. Bon, cela dit, je voudrais parler justement de la position de chercheur en physique que tu as revendiquée, que tu as présentée, qui a construit toute la réflexion que tu nous as présentée aujourd'hui. Et alors, je voulais te demander, en fait, ce que tu nous présentes, ça veut dire qu'il n'y a jamais de point de vue fondamental, il n'y a jamais de point de vue extérieur au monde. Donc, l'image que nous avions du scientifique qui flotte au-dessus du monde, comme si c'était un plan cartésien où il peut définir chaque objet avec des coordonnées, presque en laboratoire, n'existe plus, en fait. Toute description du monde se fait de l'intérieur, en quelque sorte. Oui, je pense que c'est un thème récurrent dans la pensée contemporaine. Je dirais que c'est un des points plus caractéristiques de la pensée contemporaine. On a appris que regarde le monde seulement de l'intérieur. Et si on pense de le regarder de l'extérieur, on fait confusion. On trouve des choses qui ne collent pas, ça marche pas. Ça marche pas en physique, ça marche pas en mécanique quantique, ça marche pas en général. On tombe dans des erreurs, on tombe dans une apparente dualité. On se pose des questions sur qu'est-ce que c'est le qualia, qu'est-ce que c'est consciousness, on se pose des questions. Moi, je trouve que ce sont des questions qui sont vides et qui sont tous dues à la confusion entre le regard de l'extérieur et le regard de l'intérieur. Nous ne pouvons parler que du regard de l'intérieur. Si nous regardons les choses de l'extérieur, il y a toujours quelque chose de très étrange qui est lié à la position externe. Et alors, si on essaye de mettre cette vision des choses
à l'épreuve peut-être de l'expérience quotidienne que nous avons du monde. À chaque fois que nous prenons un point de vue intérieur sur les choses, à chaque fois que nous regardons autour de nous, de l'intérieur de là où on est, notre regard arrive jusqu'à un horizon donné. Au bout d'un certain temps, nous ne voyons plus ce qui se passe. Et alors, je voulais savoir, dans cette description que tu proposes de la structure du monde, en physique, à quoi est-ce que ça correspond, cet horizon? Où est-ce qu'on met les limites de chaque relation qu'on étudie? Et je te pose la question en particulier parce que, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, le dernier livre de Carol Reilly, Bokibianki, donc en français, ça a été traduit Troublant, parle justement de l'importance de l'horizon dans le parcours professionnel de table, mais aussi dans la recherche en physique, en particulier dans la recherche sur les trous noirs. Parce que beaucoup d'entre vous le savent sans doute, mais une des caractéristiques d'un trou noir, c'est d'avoir tout autour cet horizon que même la lumière ne peut pas dépasser, qui donc est un objet qui a une certaine réalité physique, mais un objet très particulier, qui a aussi des points communs avec ce que nous nommons horizon dans la vie quotidienne. Oui, là, il y a une métaphore, une forte métaphore. L'horizon sur la mer, qui à son tour est similaire à l'horizon en réalité générale, l'horizon du commun, où il y a des choses qui, pour le moment, sont inaccessibles. Et tout ça, c'est une métaphore de la limitation de notre regard sur le monde, en tout cas, parce que c'est un regard de l'intérieur, justement. Moi, je dirais que la conséquence principale de cette limitation, c'est bon, il y a deux aspects avec lesquels la limitation de toute notre connaissance se base. C'est la nécessité, je pense, de renoncer à deux idées. Et l'utilité de renoncer à deux idées. Une, c'est l'idée de certitude. Et l'autre, c'est l'idée d'une discussion complexe. Et il me semble que ce sont deux mythes qui ont joué un rôle dans l'histoire de la pensée. Mais chaque fois qu'on cherche de le réaliser, on se rend compte qu'on est en train d'imaginer d'être au-delà des limites qu'on a. C'est-à-dire, ce que nous savons, ce n'est jamais certain. Il y a toujours une possibilité d'erreur. C'est justement parce qu'on ne peut pas partir de la base, il n'y a pas de base. C'est toujours quelque chose qui dépend de quelque chose. On part toujours de l'intérieur. On disait, métaphore qui pas utilisée beaucoup. On est toujours en train de reconstruire notre connaissance comme on reconstruit un bateau quand on navigue. Donc, on n'a jamais une certitude. Et c'est là qui a permis l'évolution de la pensée en même temps, cette ouverture. Donc, on connaît les limites de ce que nous connaissons, on connaît les limites de notre connaissance, on connaît le fait que nous ne savons rien de cette certitude. Et surtout, il me semble que l'histoire des sciences et l'histoire de la philosophie nous dit que la structure conceptuelle avec laquelle le sens du monde a évolué encore. Et donc, on est dans le passage. Pour ça, il ne faut pas se demander, est-ce qu'on a tout compris? On a une vision, ça marche, on cherche de l'améliorer. Et le problème, c'est pas trouver la vision finale. On a quelque chose qu'on a reconnu de ce que l'on a dit. D'accord. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas tout compris, c'est le moment de poser des questions. Pour tous ceux qui pensent qu'ils ont tout compris, vous êtes dans la mauvaise salle. Donc, c'est le moment de partir. Mais voilà, si vous avez des questions, oui. Essayez de crier si on ne vous entend pas. Je vous en fais un. Merci beaucoup pour votre participation. Et en fait, je vais vous poser une question. Si j'ai bien compris, c'est que du coup, on ne fait pas dire des choses sûres et certaines sur le réel. Et notamment que cette théorie de la relativité des choses n'a pas de dimension métaphysique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer la structure de l'univers. En même temps, est-ce que le fait de poser cette information, c'est pas également affirmer quelque chose de manière sûre? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu tautologique en affirmant
l'impossibilité de toute certitude à cause de la limitation de nos moyens scientifiques qui, en gros, peut décider qu'à cause de, en fait, que notre horizon de la connaissance est défini par nos outils de connaissance. C'est-à-dire que je peux connaître qu'à l'intérieur d'un système de pensée donné et que donc c'est ce système qui influe ma connaissance. Mais est-ce que justement le fait de poser cette affirmation, c'est pas renouer avec une sorte de fondamentalisme, à savoir ce serait le fondamentalisme de l'incertitude, si vous voyez ce que je veux dire? Et comment on fait pour répondre à cette question justement? Oui, alors, moi je pense que ce que nous utilisons dans la possibilité et dans la vie usuelle, c'est la notion de quelque chose qui est reliable, comment dire français, fiable, fiable, fiable. Par exemple, si je suis à l'hôtel, c'est un hôtel, je dois arriver à l'école normale, je demande la rue à quelqu'un ou mon truc Google sur mon iPhone qui me dit quelle est la direction. Est-ce que je suis certain que c'est la bonne information? Ben non. Google se trompe des fois, ou peut avoir quelqu'un en train de n'aime pas les Italiens, donc oui, toujours, on va parler. Des choses. Mais, par contre, si Google me dit quelque chose, le type de l'hôtel me dit quelque chose, c'est très, très fiable. Et ça suffit largement. Et c'est ça dont nous avons besoin. Donc, nous avons besoin de critères de fiabilité. La fiabilité peut être énorme. Si je laisse tomber ça, est-ce que je m'attends qu'il tombe vers le bas ou vers le haut? Il va aller vers le bas. Je suis très certain. On va essayer. Oui, voilà. Et je, je peux jouer tout mon argent pour cette prédiction fiable. Mais peut-être il y avait un magicien là, il avait rempli de hélium, il va vers le haut, il va faire. Donc il y a toujours un match dans cette étude. Ce que je suis en train de dire, c'est que le manque de certitude ne, 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 ne crée pas de problème à notre vie. Par contre, laisser une petite possibilité d'incertitude, c'est exactement ce que nous permet d'améliorer. Donc, l'utilité, c'est la fiabilité. Ce qu'on veut, c'est la fiabilité. Moi, j'ai un exemple qui est un exemple absolument réel, qui vient de ma famille, et une chose sur laquelle chacun de nous est assez certain. Imaginez une chose que vous êtes vraiment, vraiment certain. Je sais pas, votre nom, votre prénom. Moi, je m'appelle Carlo. Je suis certain, je peux me tromper, c'est ça. Bon, mon père est grandi pensant que son prénom était Franco, jusque, vous allez, il allait faire des papiers officiels, et il a découvert que son prénom était Giulio. Et non, parce que son père, le jour qu'il était déclaré aux institutions, il n'aimait pas Franco, c'était la grand-mère qui commandait, ça c'est le patriarchisme italien. Et donc lui, il avait, sans dire rien à personne, donné à mon père. Donc mon père, arrivé à 19 ans, il a découvert que c'est pas son prénom, c'était le souci. Pour dire, il a vraiment, on peut toujours imaginer des situations, même des choses les plus certaines, c'est pas. L'erreur, c'est quoi? C'est de penser que l'alternative est entre certitude ou fausse rêve. Si on n'est pas certain, alors on est dans le relativisme absolu, tout est relatif, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de. C'est absurde. Il y a des choses qui nous sont certaines, etc. Et certaines jusqu'à un certain moment. Quand je dis je suis certain, ce que je veux dire, ma fiabilité est très haute. Donc je pense que, et ça c'est, moi je pense que être définitif est celui qui a plus clairement trouvé la façon de faire voir que le savoir scientifique, c'est la probabilité. Après, là, c'est dans le monde anglo-saxon, il y a toute une façon de penser. La dernière partie de ta question est, est-ce que cela devient un fondamentalisme de l'incertitude? Non. Je pense, je ne vois rien de, de, de pas d'erreur à disant, si je
si je me mets dans un contexte très particulier, euh, je sais pas, un système d'axiome maths, alors je suis certain que cette théorème vient de là. Je pense que Wittgenstein considérait même ça. Parce que finalement, peut-être on se trompe, comme on se trompe qui utilise les actions de la logique. C'est trompe, on peut les mettre les uns les autres, on se trompe. Mais bon, moi je pense pas que c'est ça intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut vraiment dans la vie. Et dans la vie, comme la science, parce que je parle de science, et je pense que les philosophes aussi euh, peuvent gagner en réalisant que ce qu'on fait, c'est chercher les choses du quotidien. Si je peux très rapidement rebondir, il y a peut-être quelque part aussi dans cette question quelque chose qui porte sur ce à quoi on s'attend de la part des sciences. Parce que tu as choisi de prendre le rôle du scientifique aujourd'hui, mais vu qu'on parle de relations, il y a toujours de l'autre côté un philosophe qui s'attend quelque chose de la science, qui s'attend peut-être justement des certitudes. Et alors, je voulais savoir, est-ce que du point de vue du rôle de la science aussi, de ce que la société devrait s'attendre que le scientifique soit capable de faire, de faire, est-ce que là aussi, il faudrait qu'on change notre regard? Est-ce que là aussi, il y a quelque chose à changer à ton avis? Oui, oui, c'est pas ce que tu disais. C'est-à-dire, faut sortir des, on fait des erreurs, on a fait des erreurs sociales, c'est récemment, c'est quoi? En pensant que les alternatives sont deux. Ou la certitude, on sait rien. Non, pas ça. Si je vais chez le docteur, alors j'ai pas la certitude qu'il peut me guérir. Mais si je pense, ah, comme j'ai pas de certitude, je vais pas chez le docteur, je fais très bien. Parce qu'il peut me gagner la plupart des temps. Bonsoir. Vous dites qu'il ne faut pas chercher de structure ultime. Enfin, qu'il ne faut pas chercher la structure ultime des choses. Et pourtant, la science cherche à connaître la naissance, le début de l'univers et peut-être sa fin, cherche à comprendre cet univers qui est censé être unique dans lequel nous vivons. Et justement, s'il ne faut pas chercher cette structure ultime, et si bon, la science le fait quand même, le fait-elle bien, y a-t-il une relation entre l'humanité, c'est-à-dire l'être humain, et donc cet univers, enfin l'aspect ultime de l'univers, sa naissance et sa fin, au-delà même du fait que l'homme est-il capable, l'être humain est-il capable euh, donc de penser l'univers dans sa globalité, dans sa structure ultime, justement, au-delà de l'aspect relationnel, est-ce qu'il est capable de le penser? Voilà. Et sinon, ce que vous avez dit sur la relation m'a fait penser à votre livre L'ordre du temps. Vous dites que le monde n'est pas un ensemble de choses, c'est un ensemble d'événements. Là, vous le reprenez assez bien. Oui, loin de moi, bien sûr, dire que c'est pas si intéressant de chercher à comprendre ce que c'est que ce vivant ou comprendre la structure de la matière élémentaire qu'on fait la physique. Je pense que c'est très intéressant. Et ça nous intéresse énormément et c'est utile dans un certain sens. Prenons par exemple la structure de la matière. On a compris que les choses sont faites d'atomes. Très beau, début du siècle dernier. On a compris que les atomes sont faits de noyaux et d'électrons. On a compris que les noyaux sont faits de protons et d'électrons. On a compris que les protons sont faits de quarks, qui sont des excitations d'un champ quantique. On ne sait pas encore si ça sont faits de quelque chose d'autre. Donc, on n'est pas arrivé à la structure. Est-ce que cela enlève l'intérêt de la chose? Non, ça reste très intéressant.
est-ce que le fait de n'être pas arrivé à la fin enlève l'intérêt de la recherche? Non. Moi, je travaille sur ce que s'est passé au Big Bang, il y a 14 milliards d'années. Peut-être c'est la naissance plus tôt, peut-être pas. C'est un rebond. C'est une très belle question. Il me semble maintenant que les indices sont plus forts que c'était un rebond, c'est-à-dire quelque chose qui se passait dans un certain sens avant. Moi, je veux savoir. Ça ne répond pas encore si c'est un rebond, qu'est-ce que s'est passé après, d'où vient ça, ça ouvre notre question. Donc, vous voyez, c'est utile, mais il y a quelque chose de plus. Quelqu'un peut dire, mais voilà, une fois que tu as compris les lois physiques fondamentales de l'univers, physique, la, le modèle standard, la relativité générale, la gravité quantique, je suis là, et tout ça. Est-ce qu'on a tout compris? Ben non, bien sûr. Ce que ma copine va m'aider, ça ne me dit rien. Parce que l'univers est complexe. Donc, quelqu'un peut dire, toute cette recherche, ça n'a rien à voir avec les choses qui nous intéressent directement, parce que ça nous intéresse, c'est sorte de la complexité. C'est ultime dans un autre sens. Il y a plein de façons d'être ultime. Je pense que l'erreur, que c'est bien de chercher d'éviter, c'est de confondre fondamental relative en perspective avec fondamental. Nous comprenons le monde avec une pluralité de perspectives et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien de chercher de l'expérimentation, ce ne sont pas déconnectés les unes des autres. Mais il n'y en a pas une qui est la plus fondamentale des autres. Et une façon de voir, de façon plus polémique et moins simple, 100%, c'est de regarder des siècles de l'histoire de la philosophie occidentale comme une succession de tentatives de dire le point de départ, c'est ça. Et on pense Descartes, on pense Hume, on pense Kant, on pense Hegel, on pense Heidegger, ça, si vous voulez. Une génération après, le point de départ, c'est un autre. Et si on oublie cette idée du point de départ, très intéressant ce que Derrida dit, c'est très intéressant ce que on n'a pas besoin de choisir un point de départ principal. Oui. J'ai une question par rapport à ce que vous dites sur le fait que par rapport à ce que vous dites sur le fait qu'il n'y a pas de vérité ultime ou de structure ultime. Est-ce que la question que je vous posez, c'est est-ce que vous rejoignez la théorie de Karl Popper dans l'histoire de la science, c'est-à-dire le fait que ce qui est scientifique est réfutable, c'est-à-dire on peut, au bout d'un certain moment, toute théorie est réfutée. Et donc, en fait, il y a une instabilité de la science. Et c'est ce qui peut expliquer le fait que, justement, il n'y ait pas une seule vérité ultime, justement. C'est ce que dit Popper quand il parle quand il fait l'analyse de l'histoire de l'évolution scientifique. C'est la capacité de réfuter les théories scientifiques. Oui, merci de cette question. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Je suis revenu plusieurs fois. Moi, je pense que Popper nous enseigne quelque chose de fondamental. C'est l'éducationnisme, c'est l'idée que vous venez d'expliquer très bien. En même temps, si on le prend tout seul, ça nous donne une idée de la science que c'est pas bonne. Pour la raison suivante. Est-ce que la théorie de Newton a été falsifiée? Est-ce que c'est fausse? C'est pas fausse. On l'utilise tous les jours pour tout. Cette maison a été construite avec la théorie de Newton. Oh mon Dieu, elle était falsifiée, les temps ça va tomber. Non, ça va pas tomber. C'est complètement fiable, la théorie de Newton. C'est juste. Dans quel sens c'est juste? Ben, c'est juste dans avec ses limites. Je pense que c'est plus intéressant de ne pas perdre de vue l'aspect cumulatif du savoir scientifique qui est là et qui a complètement été
mise en œuvre par Popper et par Kuhn aussi, avec l'idée de l'évolution scientifique, avec cette idée que on change tout, on comprend tout de nouveaux points de vue, et donc l'ancien point de vue est mauvais. Mais non, l'ancien point de vue, c'est très bon, sauf qu'il n'est pas assez fort. Moi, j'ai un article sur le philosophie, sur la physique d'Aristote. La physique d'Aristote a été pour millénaire, 2 millénaires, peut-être la meilleure physique du monde occidental, parce qu'elle est très bonne, elle est encore très bonne. Sauf que, voilà, des choses, bien sûr. Et on a pris mieux. Mais je pense qu'il y a un aspect du cumulatif dans le savoir de la science, et on oublie si on pense que la théorie est falsifiée. Ce qu'on falsifie, c'est quoi? C'est la prétention de la théorie d'être utile. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui a été falsifié? L'idée que la théorie de Newton est valable à toujours, à n'importe quelle vitesse. Non, elle est valable quand les vitesses sont pas très hautes, quand les phénomènes quantiques sont négligeables, qui veut dire 90% de notre vie. Donc, elle est une façon de comprendre le monde très bon. La mécanique quantique et la relativité générale sont une façon de comprendre le monde plus large. Et donc, plus puissante dans un certain sens. Plus inutile quand je dois descendre l'escalier ou construire une chose. Donc, encore une fois, si on ne se demande pas quelle est la description du type du monde, on n'a pas besoin de jeter du temps, on peut le garder dans son propre domaine. Merci beaucoup. Deux questions, peut-être plus physiques. Vous parliez de mécanique quantique relationnelle ou relationnelle quantum mécanique. Et vous disiez au démarrage qu'on ne comprend pas ce que ça nous dit et on se bagarre pour savoir comment la penser. Qu'est-ce que cette théorie ou cette approche résout et qu'est-ce que ça ne résout pas? Ça, c'est la première question sur la mécanique quantique. Et sur le Big Bang que vous évoquiez, il y a différents modèles pour l'expliquer. Est-ce que c'est un point de départ ou est-ce que c'est des rebonds, etc. Est-ce qu'on est à quelques jours, quelques mois, quelques années, quelques siècles d'avoir des observations qui vont permettre de trancher, d'aller dans une certaine direction jusqu'à certaines limites? Ah oui. Alors, c'est deux questions. Je réponds d'abord à la deuxième. On ne sait pas. La réponse, on ne sait pas. Mais l'espoir, c'est que mon espoir, c'est qu'on n'est pas très loin d'avoir une réponse sur le Big Bang. Si on regarde en arrière, quand je suis né, je ne savais rien sur le passé de l'univers. La quantité de choses qu'on a appris, c'est étonnant. C'est surprenant vu à la lumière de ce qu'on savait dans les années 70. Je me rappelle, quand j'étais gamin, il y avait les premières idées. Est-ce que l'univers était steady state theory? On venait de comprendre que l'univers a une expansion, ça a été une expansion à toujours. Peut-être, il y a eu un moment il était très petit, et les deux hypothèses semblaient, bon, il n'y aura jamais à faire la différence. On a fait la différence, bing, de façon très claire. Une fausse, une ne marche pas, l'autre marche très bien, et jusque-là. On n'a pas beaucoup. En cosmologie, on a maintenant une description de 14 milliards d'années. Très bon. C'est-à-dire, très bon, ça veut dire qu'on fait des calculs, mais ça colle parfaitement à ce qu'on voit. Moi, j'espère, avec la grande quantité de données cosmologiques qui sont en train d'arriver de plus en plus, que dans quelques années, on aura beaucoup plus de compréhension du Big Bang. Et la question principale, là, c'est là. Est-ce qu'il faut la penser à la Hawking? C'est le début du temps. Ce qui est possible, on n'est pas contradictoire, ou non. Ou il faut penser que dans l'instant de l'autre côté, il y a des choses, et certainement, moi, je pense que c'est bien probable que
quelques années, on aura la solution. Qu'est-ce qui permettrait de trancher? Est-ce que c'est des ondes gravitationnelles? Est-ce que c'est autre chose? Ce qui a permis de trancher entre stabilité et c'était plusieurs choses. Mais la chose qui était, c'est que quelqu'un a fait une calcul. S'il y avait un Big Bang, ça c'est dans les années 1960, s'il y avait un Big Bang, il faudrait qu'il y ait une radiation qui vienne partout dans l'univers à 3 degrés Kelvin. Et les astronomes parfaitement. Ils sont parfaitement. C'est assez fort comme. Et après, ils ont fait des calculs. Avec cette hypothèse, on calcule la structure des galaxies, comme quelle est la densité des proportions, pile, c'est exactement. Donc, alors, quelle que pourrait être une chose similaire? Il y a un certain nombre de travaux qui disent que la structure de fond de radiation cosmique, la structure fine de fond de radiation cosmique serait différente dans les deux cas dans les grands nombres. Donc, avec plus de données, on peut choisir une hypothèse. On n'est pas encore là, mais des choses comme ça pourraient marcher. Et la science, souvent, c'est très rare la falsification d'être à la porte. Donc, c'est très rare. En général, ce qui se passe, c'est que on a l'impression de comprendre les choses et l'autre, et certains ne marchent pas, et certains marchent mieux. Et donc, avec Newton, c'est comme ça. C'est pas qu'il y a eu une falsification de la théorie de la constante de Galilée, c'est que la théorie de Newton fonctionnait. À un moment, on y croit. C'est devient de plus en plus fiable. L'autre question, c'était sur la mécanique quantique régressionnelle. Qu'est-ce que ça résout, qu'est-ce que ça résout pas? C'est une très bonne question parce que c'est subtil, ça ne résout pas. Ça ne résout pas. On ne peut pas faire une expérience qui fait la différence entre l'intelligence relationnelle et une résolution par exemple de Benny-Works. Toute proposition, c'est la même. Donc, qu'est-ce que nous emmène l'une ou l'autre? Là, l'analogie historique que je donnerai, c'est la question, est-ce que la Terre, c'est le centre de l'univers? Pensons un moment. Quelle est une expérience qui nous dit que la Terre n'est pas le centre de l'univers ou est le centre de l'univers? On ne peut pas faire une expérience comme ça. On ne peut pas éliminer l'univers, le centre. On pourrait dire que ce n'est pas une question scientifique, parce que si je prends Popper au sérieux, Popper avait offert son falsificatif comme critère de démocratisation entre les sciences et pas les sciences. Donc, les questions scientifiques sont celles qui ont une réponse empirique. Alors, est-ce que la Terre, le centre de l'univers, n'a pas de réponse empirique? Donc, c'est pas une question scientifique. Quelque part, il a une erreur. Oui, l'erreur. L'erreur, c'est que les questions scientifiques ne sont pas seulement celles qui ont une réponse empirique. Les questions scientifiques sont celles qui nous permettent d'avoir une conceptualisation du monde avec laquelle faire l'exercice. Donc, c'est plus subtil que bon, donc, si en pensant au monde multiple, j'arrive à construire une structure conceptuelle qui m'était progressée, je continue. Sinon, j'abandonne. Ça ne m'appelle pas. Et je pense qu'en faisant la gravité quantique, en utilisant de plus en plus la quantique, une perspective qui est utile, ça va devenir de plus en plus utile. Donc, c'est lentement avec l'histoire qu'on va trouver une perspective meilleure. L'autre exemple typique, c'est la réalité restreinte d'Einstein. On peut encore, en principe, faire comme Lorentz, c'est-à-dire il y a un système de référence privilégié
Sauf que je le vois, c'est possible. Et quelqu'un qui est très attaché à l'existence de temps universel, il y a encore des gens qui disent non, 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 je peux penser le monde de façon différente. Oui, tu peux, mais en pensant comme Einstein, on a fait toute la physique moderne. En pensant de cette façon, on ne fait rien. Donc, pardon, je pense que une partie, c'est toujours le même esprit, une partie de la philosophie de la science a cherché la certitude. Donc, l'empirisme logique, j'ai des propositions certaines, blabla, je dérive ça. C'est pas comme ça que fonctionne notre culture, c'est pas comme ça que fonctionne notre façon de penser. Ce que tu dis, ce que marche bien, on utilise et on fait des choses avec. Quelles sont les limites que ce modèle, cette théorie, permet de... Ah, ça, je vais demander à des éléments. Je critique ça. C'est évidemment plus difficile de penser à terme totalement relationnel. C'est la difficulté de penser parce qu'on n'a jamais terrain solide sur lequel réfléchir. On a toujours envie de dire oui, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Pas par rapport à un observateur, par rapport à l'autre observateur, par rapport. Qu'est-ce que Dieu voit de l'extérieur? Il voit tout. Et cette question, on a un peu forcé à l'abandonner ici. Donc ça, c'est une difficulté intrinsèque. Et alors, avant la prochaine question, je pense que la prochaine est de Béliciane. Justement, je voudrais, pour tous ceux qui, comme moi, aiment beaucoup la mythologie et pour tous ceux qui, comme moi, ont toujours besoin d'une métaphore pour mieux comprendre les choses, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai découverte récemment et qui, je pense, rejoint dans une certaine manière ce que tu étais en train de dire sur la capacité à expliquer et les difficultés à expliquer les incertitudes de ce nouveau modèle, mais de la recherche physique en général. Alors, vous devez savoir que dans la mythologie Hopi, il y a un personnage très marrant avec lequel tu es libre de t'identifier ou pas, qui s'appelle la grand-mère araignée, qui, au début du monde, dans cette mythologie, il y a plusieurs mondes qui se succèdent, il y en a 4, et au début de chacun de ces mondes, ce personnage intervient pour aider les êtres humains. Et ce que ce personnage apporte, ce n'est pas une création au sens où elle construirait de nouveaux objets, de nouveaux éléments, où elle construirait la terre, l'eau, par exemple. Ce que la grand-mère araignée apprend aux êtres humains, c'est de tisser. Ce personnage leur apprend à tisser. Et alors, vu qu'on est en train de parler de relations, de la capacité de regarder les liens entre les éléments plutôt que d'essayer de trouver de nouveaux éléments, je me demandais si c'est une métaphore qui peut marcher aussi quand on regarde la place de cette nouvelle interprétation que tu proposes dans la recherche scientifique, dans l'avancement des sciences. Peut-être que, justement, elle ne propose pas de nouveaux éléments, elle propose une nouvelle lecture qui, comme tu disais, permet de reprendre aussi des notions qui venaient de la relativité générale, permet peut-être de donner une nouvelle lecture de toute une tradition qui est venue avant. Oui, je l'aime beaucoup. Apprendre à tisser, c'est la chose plus utile pour construire le monde. Absolument. I'm very sorry, I will actually ask this question, or the statement and question in English, so forgive me. Usually philosophers like to meddle with scientific theory. The reason for it, my first degree is in philosophy. My second degree is in healthcare science. And the two together were very, very difficult. Philosophers didn't understand the healthcare science, and the healthcare scientists did not understand my philosophy.
Although both of them, both actually theory, or shall I say subject, like to, sort of gain or aim to prove, sort of or rather to gain knowledge. One could be sort of theoretical, scientific, or just an idea. And the idea, sort of the philosophy of the mind, where idea comes from somewhere a priori. And here, which I would say, sort of testing the validity of the knowledge, which is, sort of how much we understand knowledge. But in your case, you actually test. You go through a rather scientific test. The question is, how irritated are you when a philosopher, how irritating when the philosopher comes to you and try to meddle with your scientific idea and say, no, this. I mean, forgive me, sort of the gentleman when spoke about Karl Popper and his actually scientific theory of refutation and what is the other one? Falsification. I wrote pages and pages criticizing Popper's, sort of theory, because he was anti-observer. He did not believe in observing. And what he did, it was just the very thing. So I actually call him the, sort of the philosopher of the scientific proof. Anyway, how irritating are you when someone actually comes and says, but, sort of a philosophy of the idea comes a priori. And it tries actually, and you sort of gave a whole chapter in Helgeland, a beautiful explanation. The lady said, sort of a philosopher, about philosophical aspect of science. Yes, we cannot talk too bad about philosophers where philosophy. Yeah. But sort of from the scientific, I mean, you actually explain it there. Sort of yes, no, I understand what you're saying. Look, I understand what you're saying, and I understand the irritation you refer to. In a sense, I had the privilege of not being a philosopher, and I think I can exploit my privilege of taking what I like and not pay attention to what I don't. And I think there is a lot that does irritate me of all sorts of things, but not only philosophers, also my scientists colleagues. When they talk philosophy, usually it's exact. I find that if one doesn't have to buy the party ticket, the party line entirely, there is a lot to learn, even in philosophers I would disagree with on things. So I try to jump over the invitation that you referred to and do it. Look, 2 years ago I read Heidegger on Being and Time, and I mean he's anti-Semitic, horrendously very open. How can you not be irritated by his point? And he says things that you say, hey, you're bastard. But yet, I find there's something to learn in what he does. And I was fascinated by his book a bit. It's, in spite of his style is irritating. His words, playing with words. So that's an example. It's a philosopher who's very far away from where I am. And yet I find it. So I try, I do express quite
openly my disagreement with some perspective that I find in philosophy. But I also do express disagreement about some assumption that scientific writers sometimes present. I try to seek for good ideas. Well, I actually, I would agree that, sort of the being of time actually is much, but concept of time is absolutely disastrous from my point of view and my professor of philosophy, because I read it twice and I did not understand what he was saying. I was really wild, so I thought, and I threw the book after the second time. And my professor of philosophy, which is a very prominent philosopher, and he sort of said, I did not understand a word he said. And the book was in English, imagine it. Okay? So, anyway, thank you very much for the question. And sorry to French. J'espère que quelqu'un va défendre le point de vue de la philosophie quand même. S'il vous plaît. Bonsoir. Une question surtout sur ce que j'ai pas compris. Est-ce que les relations que vous décrivez sont un objet à part, ou est-ce que les relations entre les objets sont des propriétés intrinsèques de chaque objet? Par exemple, pour prendre la table, l'ensemble des propriétés de la table, c'est ou du stylo. L'ensemble des propriétés du stylo, c'est d'avoir une vitesse nulle par rapport à vous et d'avoir une autre vitesse par rapport à elle. Mais en fait, c'est un ensemble, une infinité de propriétés infinies qui se définissent entre les relations. Donc les relations sont des propriétés de l'objet. Donc on peut continuer à définir en fait, dans l'espace comme un ensemble d'objets. Et la propriété de chaque objet, eh bien, c'est la relation entre chaque objet. Oui, c'est le deuxième. Dans le contexte de l'expression relationnelle de la mécanique quantique, c'est le deuxième, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, c'est pas que tout est relatif. Un objet en tant que tel est caractérisé par des choses que le caractérisent. Ces choses que le caractérisent, c'est l'ensemble de propriétés relatives à d'autres objets. Donc, quand je fais de la physique quantique, ce que j'utilise, c'est le fait que l'objet, cet objet a un certain nombre de façons d'interagir avec le reste et de se manifester. Et donc, ce qui est relatif, c'est tout ce qui est contingent par ce une particule, une position, une vitesse, une fonction, une énergie. Et techniquement, cet algèbre observable, c'est caractéristique de la particule en tant que telle. Mais la valeur qui prend la position, la vitesse, etc., est toujours relative à quelque chose d'autre. Donc, une particule peut avoir une position par rapport à l'objet et pas par rapport à l'objet. Donc, ça, c'est une réponse nette, précise, claire, dans le contexte de l'interprétation relationnelle et dans le contexte d'une théorie physique donnée. Ayant dit ça, il faut se rappeler que même si je regarde tout simplement la physique elle-même un peu plus large, ce qui est caractéristique de l'objet dans une description de ne pas dans une autre description. La particule qui est un objet en mécanique quantique non relativiste devient en mécanique quantique relativiste, vous savez, des champs, une excitation d'un champ
donc quelque chose qui est contingent à l'observateur. Parce que la théorie quantique des champs, si je change l'observateur, le nombre de particules peut changer. Donc, la dialectique entre ce qui est intrinsèque à l'objet et ce qui est relatif n'est pas si nette si nous regardons tout ce que nous savons du monde en général. Et si on se demande, ben, dans la meilleure physique que nous avons aujourd'hui, quelle est la situation, c'est pas clair. Parce que nous n'avons pas une meilleure physique aujourd'hui, puisque la mécanique quantique relativiste ne considère pas la réalité générale. Donc, on n'a pas une bottom line theory. On a une théorie quantique relativiste qui est non relativiste, qui est claire, la théorie des champs sur l'espace fixe qui est claire, des champs sur l'espace courbe qui est assez clair, et si on considère la réalité quantique, pas clair, on a des hypothèses. Donc, il faut poser ces questions à l'intérieur de notre théorie. Et à l'intérieur de notre théorie, on se répond. Comme je veux dire, on fait la distinction entre les choses relatives et les choses relatives. Les choses relatives sont les valeurs que l'espace dépasse. Donc, les propriétés qui peuvent changer d'un moment d'un temps à l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie des cordes? I'm going to ask in English, but it's totally fine to ask in French. So it's a pretty anthropocentric question. In the places where there are no humans observers to observe the weird phenomena of quantum mechanics and to be bugged by it and try to understand it and interpret it, how do you interpret the role of quantum mechanics there? And I know the easy answer would be nature doesn't care if there are humans or not. It's still systems interacting with each other and everything still works. And those systems are the observers in those scenarios. But I don't know if you had some more profound ideas on this. Have you given this a thought? No, the answer is what you gave. You want me to answer your question? No, that was exactly the one you gave. I think that the language of quantum mechanics in terms of observer has been misleading. Quantum mechanics has nothing to do with human observers. And the reason it has been misleading is precisely because at the beginning this relation aspect was missed. So since it was clear the property relative to something else, somehow, well, we observe, so therefore relative to us. But that's silly, because quantum mechanics is obviously a theory that nothing to do with humans. Which humans? I mean, professors in the physics laboratory, male and white. Doesn't make any sense. Quantum mechanics works perfectly well. I don't know, describe the processes in the sun that for which the sun burns, hydrogen that fuses into helium. And one can use quantum mechanics as that. The observer there, it's just the rest of the sun around. To see whatever hydrogen atoms interact and become helium and do the quantum calculation, we can compute the amplitudes, the conjugation theory works perfectly well. It's nothing to do with us. So it's just the way it interacts. So I strongly think that any anthropocentrism in understanding quantum mechanics is wrong. Nothing to do with that. One may jump the other way around, and that's what I sort of suggest at the end of the book about quantum mechanics. So once we understand that what we do in physics is to describe how systems affect one another, it is a little bit easier to think about the confusing questions about our own mind, because
the confusing question about our own mind often comes from the fact that, oh, come on, without the mind, things just happen. In the mind, they happen with respect to my mind. The mind seems special, or perhaps not so special. Of course, it's special. It's super special because your brain, we have all this stuff going on. That's what makes mind. But the fact that mind reflects the outside because it's influenced by the outside in the same manner in which a stone is influenced by a stone hitting it, therefore being affected. And physics is about that. It's about how physical systems affect systems. So it's not really the physics about systems and the mind, it's about perception. Physics is about some super ground level of perception in a sense. This is not panpsychism at all. Because panpsychism is to think that there is something mind-like everywhere. But there is not something mind-like everywhere. When I say that a bicycle is not special because it's just atoms, doesn't mean that all atoms is a little bit like a bicycle. It's not unbicyclism. So I would completely separate everything related to understanding how our brain works and the finding phenomena there from quantum mechanics. And yet, remember that if we think in terms of relations, it's easier to think about mental phenomena in a sense. Alors, avant de passer la parole au monsieur Legrand, je voudrais juste prendre pendant un instant le point de vue du philosophe qui vient se mêler de la physique, puisque justement on parle de bonnes et mauvaises façons de comprendre la mécanique quantique. Je voudrais rappeler en fait que les théories dont nous sommes en train de discuter sont très très radicales. En fait, si on sort de leur application, on ne se limite pas à leur application en physique. En fait, on est en train de se demander si ça vaut la peine de changer notre façon de considérer les phénomènes, de considérer le monde physique pour adopter ce point de vue. En fait, la question que je te pose, mais que je pose à tout le monde, c'est est-ce que on peut faire de cette théorie quelque chose de plus qu'un simple instrument qui produit des résultats justes, qui nous permet de faire de bons calculs? Est-ce que c'est une bonne façon de voir le monde? Est-ce que nous pouvons sincèrement, complètement adopter la vision du monde où ce ne sont pas les objets tout seuls, mais les relations qui nous permettent de comprendre? Moi, je dirais que la réponse est oui. Parce que, dans un certain sens, la physique nous a empêché de faire ça. Avec l'idée d'un matérialisme trop simple. Moi, je pense que le matérialisme, c'est une très bonne théorie quand on compare à l'idéalisme. Mais le matérialisme trop brutal nous empêche de comprendre le monde dans sa complexité. Mon livre sur le critique, c'est le matérialisme de Hegel. Je ne sais pas celui de Hegel. C'est trop brutal. Le monde n'est pas des petits cailloux atomes si on pense au monde comme des petits cailloux qui se poussent, on ne comprend rien. Je pense que c'est qu'est-ce qu'ils font ensemble faire la relation. Une fois qu'on se libère de cette version excessivement brutale du matérialisme, on peut être physikaliste, sans perdre la complexité, en se permettant de penser le monde dans sa complexité à tous les niveaux. Et moi, je pense que là, pour venir vers ce que tu veux, il y a la beaucoup penser à la relation
en termes politiques, en termes sociologiques, et je pense que c'est absolument ce qu'on peut faire. Je pense que si on se rend compte que on comprend les choses mieux un élément en relation avec les autres, c'est un instrument. Moi, je ne dirais pas comme toi, il faut faire tout ça. Je dirais, c'est beaucoup mieux, on comprend beaucoup mieux en faisant comme ça. Et je pense qu'on a des chances de vivre mieux ensemble si on pense à cette relation qu'en termes de, par exemple, d'individus, d'États, de familles. On comprend mieux le vivant, on organise mieux notre vie sociale et politique et professionnelle si on pense en termes de comment on fait ensemble au lieu de les propriétés des avantages. Thank you very much for your, merci beaucoup pour le commentaire. Je suis italien, donc je peux parler les deux, mais je peux pas poser ma question en anglais parce que sinon je vais Okay. Basically, I mean, what you're saying is fundamentally important. I come at it from the question of quantum machine learning, quantum information theory. So what are the implications of the point of view putting forward for information as understood by, say, quantum computers over time? Or do we need to update our computer science logic for quantum logic? That's kind of the question that really blew my mind as I was listening. Yes, look, it's super interesting what is happening in quantum information. I mean, unfortunately, quantum computers have not been there yet. We have quantum computers, but they're very teeny, very small. So there's not much we can do with that. But they do force us to think differently. And that's what is important. Because quantum mechanics came out in the 30s, in the 20s, in the 30s, and was fantastic. Explained atoms, a periodic table, blah blah blah. But it took long before realizing that it really gives us a different logic. And the way it utilizes in quantum computing forces us to really rethink reality. Because what the qubits do there is not things that push and pull each other, something else. So it's a mind exercise of thinking the world profoundly. That's, I think, the interesting aspect of quantum computing. Probably more than applications. I don't see applications. So very quickly, does it change the nature of information as understood by computers today? Because computers are classical binary understanding, and quantum computers have a quantum way of formulating what a bit is. So do we need a quantum logic to understand this relative world we speak of? It does change the notion of information. One reason being that the notion of information is fluid, and information can be defined in a number of ways, which are sort of related. Remember, I'm really interested last week, so family similarity, no definition, family is fixed. So what we mean by information in the classic concept is slightly different what we mean by information in the quantum context. In my original works on relation quantum mechanics, it's all about information. The way I suggested that the best way of taking quantum mechanics in terms of information. It's very simple because if the property of a system are relative to a system, you can use this as the information of the other system as about personal system, right? So then I sort of backtracked a little bit because people took information too seriously. You want to say everything is information. Or it's not everything. Information is not, you cannot eat information. Everything is, bread and flesh. But information is a formidable tool. And I would say that is precisely a super useful concept because it's not clearly defined.
It's exactly like what energy was at the end of the 19th century. Nobody knew what it was. And that's why it was so useful, the concept, because it was a lot of things was done. I mean, everything is done is a question of energy. But now today we understand, energy, Newton's theory, energy and relativity are different things, and energy by mechanics still really a different thing. So energy is related to time dilation invariance, so the system, in a system without time dilation, there's no energy. So this idea everything is energy is just wrong. But nevertheless, energy is a super useful concept. So physical information is a super useful concept. And the way it's blended by using quantum information, it's a richness. And I'm sure that there's a lot to come out of this, both fundamentally and of course in the concrete way we define this. Bonjour, merci pour votre exposé. Je voulais savoir dans l'aspect relationnel des propriétés dont vous parlez. Je crois que vous avez été aussi jusqu'à évoquer l'aspect relationnel de l'entropie. Oui. Et je voulais savoir le rapport dans le sens que ça pouvait changer dans notre vision du monde. Est-ce qu'on peut pousser jusqu'à une autre idée? On sait que la vie sera un phénomène fini dans la mesure où l'entropie, même selon votre manière de l'envisager, est à terme, comment dire, une mesure qui arrive même dans sa relation avec les entités vivantes pour lesquelles il fait sens un maximum qui signifie justement la fin de toute possibilité de faire. Alors, oui, c'est des questions différentes. Il y a plein de choses qui sont relationnelles en physique et très souvent on n'y met pas assez d'attention. Pensez quand on dit batterie à 9 volts, ça veut dire qu'une des deux pôles l'envole par rapport à l'autre. Donc, quand je dis il y a 220 volts à la prise, c'est un des deux trous par rapport à l'autre. Donc, c'est toujours qui est le niveau zéro de la relationnalité de l'entropie est totalement relationnelle si on étudie bien les livres à l'université. Parce que l'entropie de l'air, par exemple, dans cette chambre, l'entropie à la Boltzmann, c'est le nombre d'états microscopiques qui correspondent à des variables macroscopiques. Mais je peux dire les variables macroscopiques ici, c'est la densité et la température de l'air là-dedans. Et donc, j'ai une certaine valeur de l'entropie. Mais, attendez, ici, il y a de l'oxygène et de gaz, etc. Si je considère le pourcentage d'oxygène qu'il y a, je dois considérer l'entropie à cette pourcentage donné, et j'ai tout un autre nombre. Donc, l'entropie dépend c'est pas une propriété de l'air, c'est une propriété de l'air par rapport à une certaine façon de la mesurer. Ça peut être posé plus loin, et moi je pense que l'entropie est une notion totalement relationnelle. Un système par lui-même n'a pas d'entropie. Pour calculer l'entropie, il faut dire quelles sont les variables macroscopiques. Et les variables macroscopiques sont déterminées par sont les variables qui interagissent avec notre système. Donc, il y a toujours l'entropie dans notre système. Donc, la réponse est oui, complet pour la question. La deuxième partie de la question, qu'est-ce que nous dit cela sur la vie? C'est une énorme question ouverte, beaucoup, et je pense que c'est tout à discuter. Vous dites, l'entropie va vers le maximum, donc est-ce que ça veut dire que la vie termine? Oui, en principe, oui, mais attention, parce que ça fait 14 milliards d'années que l'univers évolue, et nous sommes avoir aucune indication d'aller vers l'équilibre. L'équilibre, s'il existe, est trop loin. Donc, l'équilibration, ça soit vite de gaz dans une boîte, et dès que les choses sont plus complexes, l'équilibration prend beaucoup de temps.
en physique classique est comme ça. Le Soleil, ça fait 4 milliards d'années qu'il brûle, mais il n'a pas été, ou même la Terre, est encore chaude à l'intérieur. Il n'est pas arrivé. Donc, les choses ne sont pas vraiment en train d'aller vite avec vite, même sur des échelles cosmiques. Qu'est-ce que se passera dans le futur très très longtemps? On avait cette idée, tout va s'équilibrer. C'est même pas évident que c'est vrai, parce que l'univers de participation, parce que la physique est compliquée. C'est même pas évident qu'il y a un état d'équilibre. Donc là, on sait pas. Alors, je me rends compte qu'il est déjà presque l'heure. Donc, on va prendre une dernière question, si vous voulez bien, et après, on va conclure. Merci beaucoup. Ma question, c'est dans le modèle standard de la physique, les interactions sont écrites par des bosons médiateurs, des particules. Et donc, est-ce que ça veut dire que la physique décrit des interactions, des relations avec des objets? Ah. Non. Oui et non. Dans le modèle standard, il y a des fermions et des bosons qui tout interagissent avec nous. On dit que les interactions sont médiées par les bosons. On utilise cette nomenclature, mais c'est dans un certain sens historique. Parce que quand on regarde les objets macroscopiques, il y a eu un moment dans l'histoire, donc, avec Newton, avec Coulomb, on parlait de forces à distance, et on s'est rendu compte qu'on n'a pas de forces à distance. La localité, donc, donc on s'est rendu compte que quand il y a le Soleil et la Terre qui s'attirent, l'attraction gravitationnelle, finalement, c'est médié par quelque chose entre les deux. Et quand on a un objet chargé électrique, positif et négatif, qui a une force Coulomb entre les deux, c'est le champ électrique entre les deux, et en mécanique quantique, ce sont des photons, et donc c'est le boson. Le boson, c'est le nom du champ électromagnétique. Donc, la médiation est seulement dans le sens dans lequel le Gauss-Key, le type qui vient de mener le courrier, c'est une médiation. Si je t'envoie une lettre, lui, c'est une médiation entre moi et toi. C'est vrai, mais lui, c'est un type pour moi et pour toi. C'est pas un médiateur, pas plus médiateur que toi et moi. Toi aussi, tu es un médiateur si tu amènes quelque chose. Donc, moi, je dirais, ce ne sont pas des bosons, dans un sens un peu plus général, qui portent l'interaction. C'est une façon de parler. Si on appelle l'interaction le concept quantique, alors oui, c'est le boson qui porte ça. L'interaction dans le modèle standard, c'est le cas. C'est-à-dire, il y a des variables dans tout l'espace. L'espace est un concept. Et l'interaction est de chacun avec chacun. Et l'action du modèle standard, les termes d'interaction sont toujours locales. Des choses qui sont ajoutées l'un de l'autre. Ça, c'est l'interaction de base. Après, quand on regarde des objets beaucoup plus grands, on simplifie, on idéalise, et encore une fois, on se rend compte que l'interaction, c'est toujours locale. Même si on regarde un peu plus large. La conclusion vient du fait que l'expression interaction, c'est utilisé pour parler de choses différentes. Est-ce que la physique quantique, cette relation est hors du temps? Ou elle est dans le temps? Moi, j'ai l'impression qu'elle est hors du temps. Dans une dimension où le passé, le présent et l'avenir, quelque part, coexistent dans cette relation. Non, il n'est pas dans le temps, dans le sens qui est local dans l'espace, c'est local dans le temps.
c'est tout ce qui se passe dans le temps. Alors, cette idée que le passé, le présent et le futur coexistent, c'est une idée qui a produit Putnam quand il cherchait de réfléchir à la retraite, c'est fort parce qu'il ne comprenait pas la retraite. Il n'y a rien qui coexiste. C'est que la structure temporelle n'est pas celle newtonienne. Il n'y a pas le présent, le futur, le passé. C'est plus compliqué. Il y a des relations temporelles compliquées. Cela ne veut pas dire que quelque chose coexiste. Quelque chose ne coexiste pas. Moi et c'est la de coexister qui n'est pas adaptée pour les structures relativistes du monde. Encore une fois, l'erreur, c'est toujours chercher je termine la structure conceptuelle, c'est le point dont je suis parti, doit suivre ce qu'on apprend du monde. Si on part de structure conceptuelle, on cherche de comprendre ce qu'on a appris avec la vieille structure conceptuelle, on tombe dans toutes sortes de confusions. La structure conceptuelle évolue. Les philosophes savent comment faire. Et dans notre vie, quand on est gamin, on regarde le monde théocratique, et on se rend compte que les choses sont plus compliquées, il faut penser différemment. Donc, la vieille façon de penser, passé, futur, newtonienne, ou même common sense, n'est pas bon pour décrire la temporalité relativiste. Et il faut s'habituer, reformuler une structure conceptuelle adaptée à la réalité. Et si on le fait, on ne parle pas de coexistence entre le passé et le futur. Alors, je suis désolée de ne pas devoir terminer ici. Je vous remercie déjà d'être venu et pour vos questions, parce que c'était très enrichissant. J'espère que pour vous aussi, ça a été l'occasion de changer votre point de vue, changer votre cadre conceptuel. Et j'espère que vous avez encore des questions. Parce que à partir d'aujourd'hui, on commence ce cycle de conférences qui va continuer en fait jusqu'en mai. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous à la prochaine séance le 8 février avec l'écrivain Eric Deluca, avec qui on va justement essayer de mettre à l'épreuve cette vision du monde comme un ensemble de relations et voir si elle tient quand on essaye de l'appliquer au monde réel. Donc, je te remercie, Carl, d'avoir été ici avec nous ce soir. Et je pense qu'on peut l'applaudir à nouveau, non? Merci, merci, Claire. Merci.